Bonjour mes amis, je fais une rapide vidéo sur le Frexit en réponse à un certain nombre de commentaires sur l'interview que j'ai faite d'Asselineau. Je rappelle que j'en avais fait une de Florian Philippot sur le même sujet et je rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur le Frexit. Vous m'aviez demandé « Ah mais pourquoi vous ne faites pas un débat avec Asselineau et Philippot ?» Donc je suis allé les interviewer parce que je suis bon élève et que je vous écoute. Alors, je ne vais pas répondre aux commentaires polémiques que j'ai reçus. Beaucoup enfin, je trouvais que pas mal de gens qui ont vu l'interview d'Asselineau avaient une attitude positive et bienveillante. D'autres, bon, c'est des fanatiques. Manifestement, c'est une secte, l'UPR, donc je fais avec. Je ne vais pas répondre à tout. Je voudrais réexpliquer la question que pose le Frexit. Et la question de la baisse des salaires, puisque je vois que c'est une question qui n'est pas comprise. Au passage, je note que plein de gens réclament le Frexit sans comprendre ce qui va se passer. Moi, je pense que la responsabilité des élus, c'est pas de baratiner les gens. La responsabilité des élus, c'est de former les gens, de leur expliquer comment ça va se passer au risque d'être impopulaire. Alors, moi, je ne suis pas élu, je ne veux pas être élu, mais je pense que nous avons une obligation d'expliquer les mécanismes et les conséquences des choix et pas de vous faire rêver. Donc je vais refaire une vidéo sur le Frexit pour expliquer ce qui va se passer. Pour cette vidéo, pour expliquer ce qui va se passer, je vais partir du sujet qui est la gariguette. Alors, je rappelle un problème très simple, c'est qu'une monnaie nationale se déprécie lorsque on importe plus qu'on exporte. C'est-à-dire que si la France vivait aujourd'hui avec sa propre monnaie, qui n'est pas l'euro, si la France vivait avec sa propre monnaie, et si la France connaissait sa balance des paiements, si la France gardait sa balance des paiements actuelle dans un système où elle aurait sa propre monnaie, on devrait dévaluer tous les ans parce qu'aujourd'hui, nous importons infiniment plus que nous exportons. Les déficits extérieurs de la France représentent 10% du PIB. C'est quelque chose qui est insupportable. C'est-à-dire que dans la pratique, on devrait, si on prenait le franc aujourd'hui, si on prenait notre autonomie par rapport à l'euro, et si on devait continuer à fonctionner tel que nous fonctionnons, la monnaie se dévaluerait de 10%, comme dans un pays du tiers-monde, et donc le patrimoine financier des Français diminuerait de 10% chaque année. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine d'1 million de francs, 150 000 euros, si on dit le franc perd 10% de sa valeur, ça veut dire que votre patrimoine n'est plus de 1 million de francs, il est de 900 000 francs, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne vaille plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai bien entendu qu'un certain nombre de gens disent on s'en fout, il faut être indépendant. Enfin, la question c'est est-ce que pour être indépendant, on doit être absolument pauvre? Alors, beaucoup de gens vont avoir une lueur d'intelligence et vont me dire, non, ce qu'il faut quand même, c'est à un moment donné que le système fonctionne. C'est-à-dire que si on est indépendant avec notre propre monnaie, il faut que notre monnaie soit stable, comme c'était le cas du franc jusqu'en 1914. Il faut que le système fonctionne. Il faut que si on épargne, notre patrimoine garde sa valeur. Donc, au moins un minimum. Donc, on ne peut pas dévaluer tous les ans de 10%. Donc, comment on fait si on prend le franc et comment on fait pour faire en sorte que notre balance du commerce extérieur soit équilibrée? Je ne rentre pas dans les détails des théories économiques, je vais vite. Ce qu'il faut, c'est que les importations aient la même valeur que les exportations. C'est le problème de la gariguette. C'est-à-dire que moi, je vais sur le marché et je m'aperçois qu'en moyenne, la fraise espagnole est entre 30 et 50% moins chère que la fraise française. Idem pour la fraise belge, elle est un peu plus chère que la fraise espagnole, mais elle est moins chère que la fraise française et elle est meilleure de mon point de vue. Mais je suis plutôt bon vivant. Et donc, si je vous dis que la fraise belge est meilleure que la fraise française, c'est pas complètement venu de nulle part. Une fraise d'Oxtraton, c'est quand même une fraise très sucrée. Donc ça veut dire que Florian Philippot, dans son interview, m'avait dit non mais la fraise française est meilleure, de meilleure qualité.
Oui, nous, les Français, on est meilleurs que les autres, mais enfin, bon, voilà. À un moment donné, on peut aussi se dire que c'est pas forcément vrai, hein. Toujours est-il qu'on est peut-être meilleur, mais on coûte plus cher. Donc la question, c'est comment on fait pour dire aux gens d'acheter plus de fraises espagnoles, acheter des fraises françaises, ou bien pour dire aux Espagnols, achetez autant de fraises françaises que nous vous achetons de fraises espagnoles. Donc là-dessus, il y a deux techniques. Je prends la première technique qui est la réponse de François Asselineau. On fait du protectionnisme. Alors, pour moi, c'est débile. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Je le dis le fond de ma pensée. Le protectionnisme, c'est une connerie. Si, en tout cas, pour régler la question de la stabilité monétaire. Pourquoi? Parce que quand vous imposez des barrières douanières, des barrières tarifaires, par exemple à la fraise espagnole, les Espagnols, vous pouvez penser que c'est des êtres inférieurs, mais ils ne sont pas idiots. Donc, eux, ils vont prendre des mesures de rétorsion. Donc, ils vont dire, bah, nous, on taxe les fraises françaises, mais ils peuvent aussi dire, bah, vous nous faites chier sur nos fraises, nous, on va vous faire chier sur votre vin, ou on va vous faire chier sur vos voitures, vos trains. Et donc, on rentre dans une guerre tarifaire, mais comme on en connaît aujourd'hui régulièrement avec les États-Unis, avec la Chine, tout ça est très courant, hein. Mais donc, les barrières protectionnistes, on peut les imposer aux autres, mais les autres vont nous en imposer. Et donc, ce sera jeu égal. Surtout, ce qui me gêne avec la barrière protectionniste, c'est que sur la fraise espagnole, c'est pas le producteur espagnol qui va payer la taxe, c'est le consommateur français. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous dites les gens vont payer la fraise espagnole plus cher parce qu'on va mettre une taxe sur la fraise espagnole, mais la taxe, c'est vous qui la payez, vous comprenez? C'est pas le producteur espagnol. Lui, il va mettre sa fraise à je sais pas combien, 5 euros le kilo. Donc il peut y avoir une taxe qui dit c'est 10 euros le kilo. Mais la taxe, elle va être payée par le consommateur, elle ne va pas être payée par le producteur. Et donc, en réalité, quand on dit on va faire des barrières protectionnistes, ça veut dire qu'on va dire, pour vous interdire, pour être concurrentiel face à la fraise espagnole, on ne va pas baisser le prix de la fraise française, on va augmenter le prix des autres, et c'est vous qui allez payer la différence. C'est-à-dire qu'on va vous interdire d'acheter des fraises pas chères, parce que les producteurs français ne baissent pas leur prix. Vous pouvez aimer ça, voilà. Mais je vous garantis que ça n'aura qu'un temps, parce que aujourd'hui, plein de gens ont besoin d'avoir des fraises pas chères pour pouvoir manger des fraises. Et la logique protectionniste va consister à dire, eh bien, la fraise va devenir un produit de luxe parce qu'on va mettre une taxe dessus. Et je vous assure, aujourd'hui, j'ai plein de fanatiques qui disent « Ah ben c'est pas grave ». Voilà. J'ai eu la même réflexion sur le téléphone portable. Les gens disent on s'en fout du téléphone portable. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que plein de gens au RSA me disent j'ai pas les moyens de m'acheter un journal, j'ai pas les moyens de m'abonner à une publication. En revanche, j'ai le téléphone portable dernier cri. Et quand vous allez dire au mec au RSA, bah, ton téléphone portable il augmente de 50% à cause des taxes ou de la dépréciation de la monnaie, vous allez voir, ça va poser un problème. Vous pouvez m'expliquer que c'est pas vrai. Je vous assure, la réalité, finalement, eh ben, je la connais mieux que vous. C'est que je vois bien les gens dans la rue, je vois Abbeville, qui n'est pas une ville riche, les gens, ils ont tous un téléphone portable dernier cri. Ils n'achètent pas beaucoup de livres, ils n'achètent pas beaucoup de journaux, ils n'achètent pas beaucoup de bouffe, bonne bouffe. Le téléphone portable, ils l'ont. Et la politique du Frexit, si on ne diminue pas nos coûts, si on impose des barrières tarifaires, si on déprécie notre monnaie, va produire une baisse générale du pouvoir d'achat. C'est comme ça. On peut expliquer que non, mais c'est factuel. Bon. Donc, je reprends mon exemple de Garriguette. Soit je fais une taxe sur la fraise espagnole pour que les Français arrêtent d'acheter des fraises espagnoles et on leur dit, ben voilà, maintenant, le kilo de fraises, c'est pour tout le monde 10 euros. Voilà. Et la fraise devient un produit de luxe parce que vous payerez la taxe. Ah. Et je le redis, le problème, c'est que sur les marchés protégés, ceux qui sont protégés finissent toujours par augmenter leur prix. Donc les fraises françaises finiront par augmenter et deviendront de moins en moins compétitives. Soit parce que c'est une loi naturelle de la rente, quand vous êtes protégé par l'État, vous ne faites pas d'efforts. Et donc vous continuez à augmenter vos prix, puisque de toute façon l'État dit j'imposerai des taxes aux autres pour qu'ils vendent au même prix que toi. Donc à ce moment-là, pourquoi se priver?
soit on se dit on baisse le prix de la fraise française. Et comment on fait? Alors pourquoi les Espagnols, ils arrivent à faire des fraises pas chères? D'abord parce que, les salaires, ils utilisent très largement des étrangers en situation irrégulière pour cultiver leurs champs, pour cultiver leurs fraises, des gens qui sont payés au lance-pierre et ils imposent très peu de taxes sur leur production agricole. Et au fond, finalement, ce qui coûte cher dans la fraise espagnole, c'est les transports vers l'extérieur. Et ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une concurrence sur les salaires par le bas, notamment du fait de l'immigration clandestine qui arrive en Espagne, et c'est le cas en Italie, même si les Italiens en abusent moins d'une certaine façon, encore que dans le sud, que les Espagnols. Et donc on a ce sujet aujourd'hui qui est la gestion des salaires. C'est pour ça que je parle de la baisse des salaires. C'est que ce qui se passe sur les fraises, ou en Espagne, en réalité, il y a de très grandes propriétés qui sont cultivées par des saisonniers clandestins. Nous avons des plus petites propriétés avec un droit du travail qui est beaucoup plus oppressif, hein, avec des taxes beaucoup plus lourdes, notamment des coûts de protection sociale très élevés, qui font que quand ce qui fait la valeur d'un produit, c'est essentiellement les humains, parce qu'il y a très peu d'investissement pour faire de la fraise, c'est la terre qui fabrique la fraise, c'est la nature qui fabrique la fraise. Donc ce qui coûte cher dans la fraise, c'est les humains qui la récoltent, enfin qui la préparent, qui la récoltent. Quand les humains coûtent plus cher parce que vous avez de la protection sociale, des salaires, un droit du travail contraignant avec un nombre d'heures limité, etc., euh, vous avez un problème structurel, c'est que vous produisez forcément plus cher que les autres. Et donc, vis-à-vis de ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on fera? Parce que ce qui est vrai pour la fraise est vrai pour tout un tas d'autres produits, notamment dans le domaine industriel. C'est-à-dire que où le poids de la masse salariale est moins élevé. Si vous regardez l'investissement qu'il faut pour créer une raffinerie de pétrole, pour créer une usine sidérurgique, vous comprenez que la part de la main-d'œuvre dans le prix final est plus faible que dans l'agriculture. Il n'en reste pas moins que si vous êtes industriel et que vous avez le choix entre vous installer dans un pays où l'usine peut être construite en un an, où le droit du travail est flexible, où vous pouvez dire le temps que l'usine se crée, il y a un coup de bourre, etc. Les gens sont à 48 heures semaine. Et ensuite, quand ça ira mieux, on redescendra. Et si je veux en virer parce que ça ne marche pas, c'est vite fait, il n'y a pas de contraintes lourdes. Si vous avez le choix entre ça et vous installer en France où la construction de l'usine, ça prend 3 ans de démarche administrative avec un droit du travail contraignant et des contrôles et des négociations compliquées avec peu de flexibilité, vous dites, voilà, je vais plutôt aller là où c'est plus facile. Donc ça veut dire que si on veut réattirer des usines chez nous, si on veut exporter des produits, et notamment des produits agroalimentaires, si on veut équilibrer notre balance des paiements, on ne pourra pas faire que du protectionnisme, ce n'est pas vrai. Voilà, parce que j'ai bien entendu, le prix du téléphone portable, on s'en fout, sauf que pour l'essentiel des gens, pouvoir se payer un téléphone portable pas cher, c'est essentiel. Voilà. Pas cher et performant, c'est essentiel. C'est devenu essentiel. Voilà. Donc, mais ne faisons pas de fixette sur le téléphone portable. Plein d'autres produits augmenteront si on fait du protectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de produire beaucoup de produits industriels. Et j'ai bien entendu, baguette magique, on va se réindustrialiser. Mais ce n'est pas en 6 mois, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 5 ans qu'on va se réindustrialiser. Ça prendra 10 ans. Et pendant ces 10 années, on fait quoi? Parce que je vois plein de gens qui disent: ah non, mais on va se réindustrialiser. Ouais, mais attends, t'as déjà essayé de construire une usine en France? T'as déjà créé une entreprise en France, mon gars? Ah bah non! Donc, si tu sais pas, cause pas. Voilà. Moi, je suis petit entrepreneur, je vois déjà le cauchemar. J'ai pas une usine, j'imagine le cauchemar que les gens vivent quand ils veulent créer une usine.
C'est le député Dumont de Calais qui me disait, j'avais un constructeur d'usine qui voulait s'installer en France, l'ADEME s'y est opposé. Un constructeur d'usine, un industriel voulait s'installer dans ma circonscription. Finalement, au bout de tout un parcours, l'ADEME, qui est l'Agence pour l'énergie, a refusé l'installation de cette usine dans sa circonscription. C'est ça la France. C'est ça la France. Hein, c'est pas des rêves de fantasmes, de l'identité française, je sais pas quoi. La France, c'est un pays où aujourd'hui, quand on veut réindustrialiser, il y a des fonctionnaires payés une fortune, très peu occupés. Je suis désolé, mais ils sont très peu occupés. Hein. J'ai été fonctionnaire, je l'ai vu. Hein. Et qui disent: ah mais non, cette usine ne s'installera pas dans votre circonscription, monsieur. C'est comme ça. Donc, c'est pas en 6 mois qu'on va réindustrialiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, lorsque nous aurons notre monnaie à nous, pour équilibrer notre balance commerciale? Eh bien, on ne pourra pas faire que du protectionnisme, on devra baisser nos coûts de production pour pouvoir vendre à l'étranger. Et baisser nos coûts de production, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cotisations de sécurité sociale, un employeur aujourd'hui les employeurs en France financent un tiers de la protection sociale en France. En Allemagne, c'est 20%. Les impôts sur la production en France sont colossaux. La valeur ajoutée en France, elle revient, contrairement à ce qu'on croit, je ferai une vidéo sur le sujet, relativement peu aux actionnaires. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui font qu'à un moment donné, si on veut vendre à l'étranger, on devra dire, messieurs, les 35 heures maintenant, vous oubliez. Et puis les charges, cotisations sociales surtout et n'importe quoi, on oublie. Ça veut dire qu'il y aura une baisse des protections. Voilà. Parce que ce sera la seule façon de ne pas dévaluer la monnaie tous les 6 mois. Ce sera la seule façon de ne pas être un pays tiers-mondisé de type Venezuela. On peut éternellement se dire: ah oui, mais c'est pas vrai, vous êtes un néolibéral, vous êtes un macroniste. Les faits sont là. Et ce que je trouve un peu agaçant, c'est qu'en réalité, on ne les découvre pas. En 83, quand Mitterrand a fait le tournant de la rigueur, c'était pour cette raison-là. C'est parce qu'on était dans un pays, on avait le franc, donc on n'était pas dans une zone monétaire globale, et le franc était attaqué parce que la France, l'État dépensait trop, les comptes publics étaient en pleine dégradation, et la balance extérieure était dans un état dramatique, c'est-à-dire que on importait beaucoup trop, on exportait trop peu, parce que la retraite à 60 ans, la semaine bidule, les hausses de salaire, etc., ont plombé la compétitivité française. Et donc, il a été obligé de faire le tournant de la rigueur. Mais Tsipras, avec Syriza en Grèce au moment de la crise de l'euro en 2011-2012, 2013, Tsipras a finalement fait le même constat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre la réalité. Et la réalité, c'est que si vous produisez plus cher que les autres, eh bien, vous ne leur vendez plus vos produits. Donc, vous importez les leurs, vous n'exportez plus. Et la valeur de votre monnaie s'effondre. Voilà. Et tout le monde spécule sur votre faillite. C'est comme ça. Et l'alternative, c'est quoi? C'est ce que j'ai lu. C'est se transformer en Albanie, c'est-à-dire ne plus importer. Est-ce que c'est ça qu'on veut? J'ai lu un lecteur qui dit: ah oui, il faut faire le contrôle des capitaux. Ça veut dire que, vous vous souvenez en 83, 82, quand Mitterrand a annoncé le contrôle des capitaux, on ne pouvait pas sortir avec plus de 2000 francs liquides. Là, vous allez dire aux gens qui sont drogués à Transavia, EasyJet, qui vont faire le tour du monde dans des voyages de rêve, vous allez leur dire: mais vous ne pouvez plus partir, vous êtes coincés parce que vous ne pouvez plus sortir d'argent. Est-ce que vous mesurez ce que vous êtes en train de dire? Voilà. Eh bien, le problème, c'est que si on fait le Frexit et qu'on n'équilibre pas la balance des paiements, pour éviter l'effondrement, on dira aux gens: vous ne partez plus en vacances à l'étranger.
c'est comme ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Voilà, donc je veux bien qu'il y ait plein de gens qui, à l'emporte-pièce, me disent: «Ah mais Asselineau parle vachement bien, il est très cultivé et donc faut pas le contredire et puis vous allez voir si vous le contredisez, si vous lui dites des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, si vous nous dites des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est que vous êtes un néolibéral macroniste». Moi je vous dis: est-ce que vous voulez vivre dans un monde où vous ne pourrez plus partir en vacances à l'étranger parce que vous n'aurez plus le droit de sortir 1 franc de votre portefeuille à l'étranger? Voilà. Eh bien, si vous voulez éviter ça, il faudra que les produits français soient compétitifs. Hein. Ça veut dire qu'il y aura des baisses de prix, ça veut dire qu'il y aura des baisses des protections et des salaires. Je ne peux pas vous dire autrement. Je suis désolé, voilà. Mais je sais que c'est plus facile de vous raconter des conneries et de vous faire rêver sur les baguettes magiques. Moi, je pense que l'intérêt général, c'est d'être impopulaire en disant la vérité. À bientôt, mes amis.